cloud et voilà, je vais monter une VM à partir de cet environnement-là. Donc, c'est drag and drop sans aucun problème. Donc, ça va régler beaucoup de problèmes par rapport à la migration et par rapport même si j'ai des problèmes techniques, je ne connais pas comment faire ça, bah ça, c'est la chose la plus facile. Et quand même, il y a des gens également qui utilisent ça parce qu'il y a des contraintes parfois, donc on ne peut pas réinstaller l'application ou bien donc l'application émane d'un système qui est ancien. Ben, le shift quand même, donc il va nous aider par rapport à ça. Le deuxième R, c'est le replatforming, ou bien donc ce qu'on appelle en français la modification de la couche technique. Ben, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas suivre la même logique qu'on a en premise. C'est qu'en premise, on a deux machines virtuelles, on va dire, une machine classe sur laquelle il y a l'application, une autre machine sur laquelle il y a donc la base de données, ou bien on a une seule machine qui regroupe les deux. Ben, sur le cloud, on va utiliser quand même les performances ou bien les bonnes pratiques utilisées par le cloud, ou bien les choses qui sont déjà ce qu'on appelle les plateformes managées, par exemple des passes, qu'on va utiliser pour reprendre notre plateforme. Donc, je ne vais pas installer une VM sur laquelle je vais installer une base de données SQL Server et je vais commencer à copier d'autres choses comme ça. Mais il y a parfois des plateformes managées de bases de données que je peux utiliser et je commence juste à copier la donnée dans ma base de données. À ce moment-là, donc, ça ne m'intéresse pas de gérer la couche physique de cette base de données-là. C'est géré par le provider. Je ne vais pas vraiment donc m'inquiéter par rapport à la mise à jour de SQL Server, par exemple, la sécurité, les accès, tout ça, c'est géré par le provider. Moi, donc, ce qui m'intéresse, c'est le service que je vais consommer par ça. Le troisième R, c'est ce qu'on appelle la réécriture de l'application. Donc là, c'est un petit peu un autre niveau. C'est que là, donc, on ne va pas juste laisser l'application telle qu'elle est, mais on va dire non. C'est qu'on va changer carrément l'architecture de l'application. Ça peut qu'on a une application, par exemple, monolithique. Ben là, on va faire sur le cloud avec des microservices. Donc, ça va beaucoup nous aider pour C'est d'améliorer Hatim? la... Oui, 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 c'est Fadi. C'est bon, on a perdu la connexion un petit moment, mais là, c'est bon. C'est bon. Donc, à quelle heure on a perdu la connexion? R1, Juste R2. quelques 2, 3 secondes. Très bien, donc je reprends le R3, donc le React. Donc j'ai dit là, c'est reprendre l'architecture de l'application. Ce que j'ai, par exemple, une application qui est monolithique, et là, donc je peux la reprendre sur le cloud. On va dire non, je ne vais pas faire la même chose que j'ai sur le local, mais sur le cloud, je vais mettre une application, on va dire, donc microservice. Et comme ça, donc je profite de la bonne mise en place de mon application sur le cloud. Le quatrième R, c'est le replace. Bah là, en fait, toujours on parle de la migration. Je veux migrer mon application qui est en local sur le cloud. Mais ça peut que sur le cloud, il y aura d'autres applications qui seront mieux d'avoir utilisé la mienne. Bah, pourquoi pas ne pas utiliser ça? Par exemple, le SaaS. Il y a des fournisseurs qui fournissent des applications en SaaS qui peut remplacer effectivement donc ce que je peux utiliser. Ou bien il y a des marketplaces sur le cloud. Donc, c'est comme toujours garder en tête, c'est que le cloud, c'est comme un supermarché. Sur le supermarché, vous allez trouver beaucoup de produits. C'est à vous de choisir quel produit. Donc, vraiment, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un il vous dit que je maîtrise un cloud provider, ça veut dire peut-être même celui qui l'a construit ne le maîtrise pas parce que c'est comme un supermarché. On ne peut pas maîtriser tout. Il y a beaucoup de produits. Il y a des produits qui sont offerts par le fournisseur lui-même. Il y a des produits qui sont produits par des partenaires, des tierces. Bah, effectivement, donc là-dedans, donc, on peut pas tout maîtriser, mais quand même, il faut chercher, il faut savoir quelle solution. Donc là, c'est effectivement, c'est avec le temps, ou bien avec la recherche, qu'on peut savoir quelle est la bonne solution qui va avec donc, notre solution. Donc, on est en train de migrer. Bah, je trouve que sur le cloud, il y a des applications qui peut donc m'aider à améliorer mon service. Bah, pourquoi donc je vais utiliser la mienne? J'abandonne la mienne et je vais la remplacer par celle qui existe déjà sur le cloud. La cinquième ou bien la cinquième R, c'est le routine. Bah là, donc, parfois, donc, en tant que consultant, qu'on va aider les gens à migrer vers le cloud, parfois, on va les aider à de non migrer vers le cloud. Il y en a même des personnes avec lesquelles donc, on fait les échanges. Ils veulent vraiment migrer vers le cloud, ils sont convaincus, ils veulent vraiment y aller. Mais parfois, il y a des applications qu'on ne peut pas les migrer vers le cloud. Il y a des contraintes, soit des contraintes, on va dire, juridiques, des Par contraintes exemple, techniques. par exemple. C'est juridique, par exemple. Par exemple, dans le contexte marocain, bah, si il y a bon, des entités, donc, c'est des secteurs, secteur public et critique, ils ne peuvent pas migrer les applications vers Azure, vers AWS, parce qu'on n'a pas un data center qui est à l'échelle nationale. Donc, pas y aller.
À ce moment-là, donc, on est obligé de garder notre application, sauf s'il y a des providers locaux. À ce moment-là, oui. Mais sur un provider qui est à l'international, donc à ce moment-là, donc, on interdit carrément la migration de l'application. Mais quand même, il faut s'assurer effectivement qu'il y a des lois bien décrites qui interdisent donc la migration vers le cloud. Autre exemple, par exemple, c'est il y a des contraintes techniques, il y a des applications qu'on ne peut pas mettre. Je parle par exemple des mainframes. Le mainframe aujourd'hui, c'est très délicat. C'est possible, oui. Il y a aujourd'hui des solutions sur AWS qui offrent des mainframes qui peuvent vraiment donc faire la migration de notre environnement sur AWS, mais malheureusement, surtout les mainframes qui utilisent COBOL, par exemple, comme langage de développement, ce qui est exigé, par exemple, et ce qui est recommandé sur AWS, c'est faire un changement de code source de COBOL vers Java. Et si c'est possible, bien sûr, ils peuvent le faire, mais vraiment, c'est une contrainte. C'est pas facile parce qu'il y a des gens qui disent, moi, donc j'ai des ressources, des compétences qui maîtrisent COBOL. J'ai beaucoup investi dans là-dedans. Je ne peux pas changer carrément en un seul coup tout ça. Bah, à ce moment-là, il est recommandé Par de exemple, garder les banques. l'application. Voilà, la plupart, c'est des banques, des assurances. Ils ont vraiment cette contrainte-là parce que des applications qui sont anciennes, ils font l'affaire, ils sont toujours opérationnels. Et eux, donc, lorsqu'ils commencent à calculer le budget de faire la migration vers le cloud, à ce moment-là, donc, ils trouvent vraiment c'est très délicat, c'est très difficile de le faire. Et parfois, donc, ils disent, on garde nos applications, on va les conserver en local, on n'a pas besoin de les faire sur le cloud. Le dernier point, c'est le retirement, c'est le retrait, c'est le décommissionnement de l'application. Ben, quand même, ça se voit bizarre quand même, mais vraiment, ça fait partie des stratégies de migration. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche maintenant, c'est faire une décision de migrer ou bien non migrer. Ben, pour migrer, voilà les scénarios qu'on peut faire. Pour non migrer, donc, soit je garde l'application, ou bien carrément, je vais faire la retirer. Donc, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un assessment, on va analyser notre environnement, on va trouver qu'il y a des applications, effectivement, qui sont là, qui sont redondantes. Ben, pourquoi les garder toutes les deux? Ben, on va enlever une qui n'est pas utilisable, bien qui n'est pas donc opportun, et on garde juste l'autre qui est opérationnel. Voilà, donc c'est une idée rapide. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Sinon, j'avance sur le deuxième volet. C'est clair? C'est Très clair. bien. Alors là, donc, je vais entamer un petit peu des mécanismes, des outils qui vont nous permettre de faire effectivement la migration. Donc, je viens de signaler un, c'est de faire une migration, le rehost, ou bien donc, c'est le lift and shift de notre VM. Ben, j'ai une VM, par exemple, qui est installée en local, sur VMware ou bien sur Hyper-V, des choses comme ça, et je veux vraiment donc migrer cette machine-là sur Azure ou bien sur AWS. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je prends le disque dur, je peux le copier. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Je peux faire des copies collées sur le cloud directement, sur un disque, et à travers ce disque-là, je peux monter une VM en se basant sur ce disque-là. Ou bien, si les données sont un petit peu sensibles ou bien volumineuses, ben là, quand même, donc, je ne peux pas faire des copier-coller à partir de mon local sur le data center distant sur le cloud. Ben là, il y a des mécanismes offerts effectivement par les fournisseurs de cloud. C'est qu'ils vont vous aider à faire le shipping, c'est l'envoi par poste. Ils vont vous envoyer un disque en local, vous prenez le disque, vous copiez les données dans ce disque-là, et après, donc, vous les envoyez ce disque-là, et eux, ils vont le faire monter dans leur data center, ils vont vous donner l'accès pour que vous puissiez créer votre machine virtuelle à distance. Donc là, c'est un exemple qui est simple. Il y en a autre exemple, donc je vais faire le focus sur Azure, mais sinon, donc, chaque fournisseur, il a des mécanismes de migration. Ça, c'est un point très important. Ça nous aide également donc, à choisir le bon fournisseur par rapport au cloud. Donc, c'est lui qui met à ma disposition des mécanismes qui vont faciliter tout ça. Bah, pourquoi donc aller compliquer un petit peu la vie et faire des choses complexes? Bah, voilà, donc c'est un des exemples, ce qu'on appelle Azure Migrate ou bien Azure VM Image Builder Service, un service qui permet d'attaquer votre machine virtuelle et c'est lui qui va faire la copie et la coller et la création automatique. Et non seulement ça, il peut même déployer l'image sur plusieurs régions. Et comme ça, lorsque vous voulez créer, c'est comme si vous allez créer votre propre data center avec des images personnalisées sur plusieurs régions à l'échelle mondiale. Et comme ça, lorsque vous voulez provisionner des machines virtuelles sur une de ces régions, donc vous pouvez donc utiliser le disque image que vous venez de créer. Un autre outil, ce qu'on appelle Azure Migrate, ça c'est un outil très très puissant et très important. Il permet d'attaquer carrément les machines virtuelles sur Hyper-V et sur VMware.
ben, en mettant en place à l'intérieur de votre data center une appliance qui sera installée. Et cette appliance-là, donc sans aucun agent sur le VM, sans rien, juste une appliance qui sera installée là. Bien sûr, c'est avec des privilèges sur vCenter et sur VMM au niveau de Hyper-V. Et cette appliance-là, donc, il va communiquer avec Azure Migrate et il va commencer donc à migrer vos VM directement sur Azure en un clic. Donc, rapidement, au début, donc, ça va passer par un assessment ou un discovery. Et une fois, donc, il va trouver ce que vous avez ici sur l'inventaire sur le local. Donc, il va proposer ce qu'il peut faire, comment donc il va migrer. Est-ce que c'est vers des bases de données managées? Est-ce que sur des machines virtuelles? Ainsi de suite. Et c'est à vous de choisir qu'est-ce qu'il vous convient parfaitement. Et par la suite, donc, il vous reste que appuyer sur le bouton pour démarrer la migration. Je vais peut-être terminer par un dernier point, mais quand même, c'est... Alors là, donc, j'ai commencé par le basique, par le simple, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu dans ce qu'on appelle à l'échelle entreprise. Ben là, donc, il y a un framework, même pour AWS, même pour Azure. Sur AWS, on l'appelle ça WAF, et sur Azure, on l'appelle CAF. Donc, Cloud Adoption Framework. C'est un framework qui représente un ensemble de bonnes pratiques, un ensemble de ce qu'on appelle c'est comme si c'est des rubriques. Chaque rubrique, il attaque un sujet. Et l'objectif vers la fin, c'est aboutir à une zone d'atterrissage. C'est comme celle-là. Donc, désolé pour l'affichage, c'est un petit peu petit, mais quand même, donc ça donne l'ensemble de rubriques qu'on a là. Pour chaque rubrique, donc, on va faire un travail là, dont l'objectif, c'est faire tracer. Là, on ne va pas faire la migration. Attention. Donc là, ce n'est pas l'objectif dans ce moment-là de faire la migration, mais c'est comme on appelle ça la zone d'atterrissage. Bien, il y en a ceux qu'elle appelle la zone d'accueil. Donc, c'est landing zone en anglais. C'est la zone sur laquelle on va travailler par la suite. Ben donc là, on va attaquer tous les aspects, questions de sauvegarde, sécurité, la gouvernance, les lois, les juridiques, ainsi de suite, la gestion des entités, les abonnements, les questions de coût. C'est une analyse globale de tous les aspects qu'on a sur notre environnement avant de faire la migration. C'est une approche. Il y en a ceux qui disent non, je ne veux pas vraiment attendre que tout ça soit prêt, que je commence la migration. Il y en a ceux qui disent non, donc je commence avec un petit exemple et au fur et à mesure, je commence à faire. D'ailleurs, la plupart, ils font comme ça. Donc, ils commencent par une VM et par la suite, donc, ils vont aboutir, ils vont continuer à faire plusieurs choses sur leur environnement. Alors, ce qui est intéressant, je partage avec vous ici, bah, juste avant de voir ce schéma-là, ici, donc, pour la création de la zone d'atterrissage, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire. On peut faire ça de manière manuelle, ce que je suis moi-même, donc je vais entamer chaque rubrique indépendamment et je vais mettre, donc c'est comme des pièces de puzzle qui vont me construire vers la fin une image globale. Mais il y a quand même un script déjà sur Azure, ben, il faut juste l'exécuter. Il va vous demander des paramètres à introduire et par la suite, il va tout configurer pour vous en un clic et tout l'environnement, il sera prêt pour être utilisé. Surtout là, bon, ça, c'est pas pour les débutants, bien sûr. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà habitués à travailler avec ça parce que sinon, ils vont galérer par la suite si les choses ne marchent pas. Et ils vont rien comprendre qu'est-ce qui était implémenté. Ça se fait pour les gens qui ont déjà l'habitude de travailler dans cet environnement-là et qui veulent répéter ça d'une autre manière. Alors, ils ne vont pas casser la tête de reprendre, de réinventer la roue manuellement, mais ils vont faire appel à ce script-là qui va beaucoup les aider. Donc là, je partage avec vous un tableau de bord qui a été mis en place, ou bien qu'on a mis en place dans le suivi de la mise en place de la zone d'accueil. Ben, l'idée là, comme je viens de dire, qu'il y a des zones, ou bien donc des rubriques sur lesquelles on va travailler. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que, parce que le problème, c'est, je donne un exemple simple pour bien comprendre de quoi on parle, c'est comme si quelqu'un, donc, il va déménager d'une maison à l'autre. Ben, le déménagement, c'est un process c'est comme la migration qu'on va faire maintenant. Ben, ma maison cible, comment j'envisage qu'elle soit pour que je commence à prendre mes affaires et les mettre dans, ou bien que je commence à, on va dire, le déménagement définitif. Le jour J, quand est-ce qu'il va arriver, ou bien même si le jour J, il va arriver, est-ce que je vais donc aller s'installer dans ma maison, ou bien je vais attendre un petit peu. Ben, l'idée ici, c'est qu'il faut définir des zones, ce qu'on appelle des zones de conception primordiales et des zones de conception secondaires. Ben, les zones de conception primordiale, c'est moi qui va définir en tant que client. Et je vais dire, voilà donc les zones sans lesquelles je ne fais pas la migration. Donc, je vais déménager sur une autre maison. Ben, je peux dire, il suffit juste d'avoir
la chambre des parents qui est déjà aménagée, avec 2 lits pour les enfants, avec l'électricité, de l'eau, et ça y est, donc je peux m'installer. Et il y en a d'autres, ils vont dire non, je dois avoir la télé, je dois avoir Netflix installé, je dois avoir le salon bien aménagé, je dois avoir la cuisine tout équipée. Bon, ça dépend. Donc, chacun, c'est à lui donc, de voir comment donc, il cherche que sa cible soit définie. Voilà, donc j'ai fait le tour par rapport donc, à ces éléments-là de faire la migration. J'avais déjà prévu une petite démonstration pour vous montrer comment peut-on faire une migration et mettre en place une chaîne DevOps en un clic, mais je laisse ça par la suite. Donc, s'il y en a autre temps, donc on peut la faire. D'accord, c'est Hassim. Merci beaucoup pour la pertinence de ton intervention. Alors, je note que la migration, c'est un déménagement donc, Exact. qui se prépare. Il y a plusieurs stratégies et étapes à suivre. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape Big Bang. Donc, tu développes ta nouvelle infra en cloud et après, tu débranches et tu branches. Et il y a d'autres R, les six R. Alors, donc, dans ce contexte-là, au Maroc, on a plusieurs contraintes, comme vous avez dit, juridiques et en termes de compétences, en termes de budget, etc. Alors, mais ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de migrer. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé avec ces Hatim dans un projet ensemble de migration Ouais. d'un organisme semi-public. Et voilà, tout a été très bien, tout a été réussi, alhamdoulilah, et ils sont satisfaits, ils sont maintenant sur le cloud. Alors, Oui, c'est bien d'avoir, désolé pour l'interruption, mais c'est bien d'avoir mentionné ce client-là avec lequel on travaille parce que là, c'est une très belle histoire de raconter parce que là, donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer profit de ce client-là. Ben, ce client-là nous a contacté au départ pour un conseil. Il veut aller vers le cloud et il a déjà commencé une petite formation sur AWS. Ben, il commence un petit peu à palper le sujet. Il dit, voilà, donc nous voulons migrer vers le cloud. On est passionné, nous voulons faire des choses comme ça. À ce moment-là, je me souviens très bien, donc je l'avais déjà orienté vers Azure, mais eux, ils incitaient beaucoup sur AWS. Ben, je vais dire pour Azure, dans le contexte marocain, on a beaucoup de, je ne sais pas par rapport actuellement, mais ce que je poursuis un petit peu le marché, on va dire de loin, mais quand même, je vois qu'il y a beaucoup de compétences sur Azure que sur AWS. Donc, j'ai orienté ce client-là à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de tendances. Il y avait le support Microsoft local, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup et on a beaucoup de produits qu'on utilise sur Microsoft. Donc, le fait de basculer sur Azure, c'est plus opportun à ce moment-là de porter de s'orienter vers Azure. Mais quand même, donc, il a beaucoup insisté qu'il va faire parce qu'il a déjà investi en formation, donc il a insisté de faire ça sur AWS. Alors, on a commencé par la création de la première VM, deuxième VM, ainsi de suite. Et je vais sauter directement vers la fin. On a terminé notre voyage avec la mise en place d'un multi-cloud Kubernetes sur GCP, sur AWS, géré avec DevOps sur GitHub. Donc, c'est parmi multi-cloud. vraiment voilà, c'est un multi-cloud, c'est parmi les projets à ce moment-là. Donc, je pense que c'est en 2019, c'est ça en plein Covid. C'était en 2019 qu'on a commencé avec lui. À ce moment-là, donc, c'est rare qu'on parle de multi-cloud, des choses comme ça sur Kubernetes au Maroc. Mais il était vraiment très passionné. Il voulait pousser très loin. Et donc, donc, on était là pour lui orienter sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Voilà. c'est Hatim, pour ce partage qui était très riche. On passe maintenant à Monsieur Samir Raoussi, qu'on remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Donc, Samir, il est CTO chez Mobi Architects. Il est expert en cloud. Donc, il a travaillé sur pas mal de sujets dans ce sens-là. Alors, je laisse Samir se présenter et commencer son intervention qui va être orientée surtout sur la partie voilà, économique et besoins. Et voilà, donc je laisse la parole à Samir qui va partager avec nous aussi son expérience sur ce sujet-là. Merci Zamdani.
Merci, c'est Fadel et aussi c'est Hachim pour ton intervention qui était très riche, en tout cas sur la partie migration. Et je rejoins effectivement l'ensemble de ce qui a été mentionné, que ce soit en termes de prérequis pour la migration ou là pour les façons de faire pour la migration, là pour les différents frameworks qui sont déjà disponibles, en l'occurrence le Cloud Adoption Framework de Microsoft. Donc effectivement, dans cette, on peut appeler cette journée de passage sur le cloud, il y a dans une grande partie des cas, il y a des entreprises qui ont déjà un existant assez imposant, assez présent, qui se retrouvent dans certains data centers. Si on parle par exemple des organisations publiques, effectivement, il y a pas mal de sujets de migration vers le cloud et pas mal de contraintes de divers ordres, que ce soit dans l'aspect juridique ou dans l'aspect euh, technique et ainsi de suite. Donc effectivement, il y a un sujet de migration. Et comme les 6R ou les 7R qu'on a vu tout à l'heure, il y a différents cas. Nous, en tout cas, chez Montréal Architecte, on a pu intervenir sur pas mal de move to cloud, certains dans un cadre de migration et certains dans un monde, si on peut appeler ça, du cloud natif. Même pour de grandes entreprises, on est plus spécialisé dans tout ce qui est entreprise privée. Donc, il y a pas mal de fois, pas mal de besoins qui demandent à être sur du cloud, mais sans prérequis. Et donc, on a eu la chance d'avoir pas mal de sujets dans ce sens. Et du coup, ce qui est très pratique et ce qui, là où on touche vraiment la valeur ajoutée du cloud, c'est quand on a un sujet qui démarre et où on n'a pas forcément des contraintes liées à un existant particulier. Peut-être des interconnexions, il y a quelques interfaçages pour récupérer certaines informations, certaines données, ça c'est très commun. Mais l'idée générale, c'est qu'on a pas mal de situations. Une partie des situations, c'est là où on a un existant, mais on commence à avoir de plus en plus des demandes où on doit partir sur du cloud native, comme on dit, c'est-à-dire de tout concevoir et de tout planifier de telle sorte à ce que tout va être sur le cloud directement, sans contrainte de migration. Et dans ce sens-là, il y a plusieurs choix qui doivent être faits. On parle d'architecture de cloud, donc on doit comprendre quelles sont les options qu'on a, quels sont les services à grande valeur ajoutée, à quel point on peut en profiter et à quel coût. Donc, il faut généralement répondre aux besoins des clients avec une offre technique, si on veut dire, assez complète, qui doit d'une part garantir tous les éléments techniques souhaités par le client, en respectant les éléments de classification de données. Donc, il y a tout un circuit, un processus de classification de données qui se fait pour partir sur le cloud directement, là, pour pouvoir migrer. Donc, en gros, on doit être capable de pouvoir dire telle chose, la telle partie de l'application, la telle brique de l'application va être consommée sous forme de tel service. Donc, alors là, il y a plusieurs challenges. Le premier challenge, c'est déjà le choix du cloud provider ou là des cloud providers. Bon, ça, c'est une autre couche de complexité. Mais généralement, en tout cas, d'après ma propre expérience, c'est clairement plus simple de partir sur un cloud provider plutôt que sur du multi-cloud, tout simplement pour des raisons de complexité, des raisons de gouvernance, de disponibilité des ressources et tout. L'approche multi-cloud, elle est très largement répandue, mais je pense qu'en tout cas, d'après ce qu'on voit sur le marché, on est encore sur du mono-cloud si on veut. Et donc, il y a pas mal de challenges sur cet aspect-là uniquement. Donc, nous, on a choisi, par exemple, de nous spécialiser sur tout ce qui est Microsoft. Donc, ce qu'on va partager avec vous tout à l'heure, c'est essentiellement autour de l'écosystème Azure. Donc, dans le cadre de Azure, je vais partager une petite présentation rapidement qui décrit un petit peu les aspects que je viens de partager avec vous et qui sont essentiellement autour de l'offre de services Azure. Et on va faire un focus particulier sur tout ce qui est PaaS. Alors, voilà.
Voilà, plutôt partager cela. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran avec la partie plateforme service et infrastructure service? Vous arrivez à voir? Alors, quand je fais d'abord PowerPoint, oui. Plateforme service, oui. Voilà. Vous arrivez à voir la partie data center infrastructure en bas? Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, dans le cas où on vient vers vous et on vous dit on a besoin de développer une nouvelle application et on souhaite que on n'a pas la capacité ou on n'a pas les équipes qu'il faut pour la gérer ou la maintenir au niveau de notre data center local. Donc, généralement, on part sur de l'infrastructure cloud et là, on est en face de principalement de grands choix. Ce qu'on appelle la partie infrastructure comme service, c'est ce qu'on appelle la partie plateforme comme service. Je m'explique. Le choix de la facilité, généralement, va vers des VM, des machines virtuelles. Là, les gains sont assez clairs. Je pense que ça a déjà été décrit dans d'autres webinaires. Donc, l'idée, c'est de dire, moi, je vais prendre une machine virtuelle. Je ne vais pas me soucier des éléments là qu'on voit en bas. Je pense que je peux avoir le pointeur. Voilà. Donc ici en bas, on a les éléments qu'on gagne, si vous voulez, quand on a de l'infrastructure comme service. Donc généralement, si on part sur des machines virtuelles, on n'a pas à se soucier de tout ce qui est réseau, de tout ce qui est filaire, de tout ce qui est disque, de tout ce qui est mémoire et ainsi de suite. On a notre machine qui est fonctionnelle, qui est déjà câblée, qui a déjà la capacité qu'il faut, qui a déjà l'OS qu'il faut, mais il reste quand même pas mal de challenges à faire, à gérer au niveau de cette machine où on va déployer notre solution. Donc, je me positionne essentiellement en tout cas par rapport à cette présentation, en tant qu'éditeur de logiciel. Donc, on me commande une application, je vais la déployer quelque part. Nous, par exemple, en tant qu'éditeur de logiciels, on a fait le choix, ça fait quand même plusieurs années, au moins 7 ou 8 ans, de ne pas partir sur des machines virtuelles pour les raisons suivantes. Les machines virtuelles offrent la grande facilité de mise en place, la grande flexibilité de pouvoir installer ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, c'est une grande flexibilité, mais elle a le très grand avantage, ou plutôt le très grand inconvénient de la nécessité de supervision. Ça n'a rien à voir en termes de supervision par rapport à une machine virtuelle à l'intérieur d'un data center. Là, on a clairement beaucoup plus de souplesse, mais par expérience, il faut quand même prévoir certains redémarrages à certaines fréquences, de vérifier quand même est-ce que tous les services sont toujours aptes, de faire les patchs de sécurité nous-mêmes, de faire quelques sauvegardes et ainsi de suite, de vérifier l'état du disque. Donc, il y a quand même une certaine gestion à faire. Et honnêtement, dans le contexte actuel, on préfère de loin nous concentrer sur notre métier, c'est-à-dire développer des applications, accompagner les clients, plutôt que de nous soucier des éléments d'infrastructure. Donc, c'est pour ça que généralement, dans la conception de toutes les applications, on part sur des services managés, ce qu'on appelle la partie plateforme as a service. Je donne des exemples. Par exemple, si on a besoin Comme la base de données. d'une... La base de données managée, comme par exemple la base de données ou d'autres services qui peuvent être managés directement par Azure ou bien AWS. Donc, il offre ce Exact. service. C'est un peu plus cher que les machines, mais c'est un peu, vous êtes concentré, comme vous avez dit, sur ce qui vous importe et pas sur l'infra et les mises à jour, les patchs de sécurité, etc. Effectivement, mais juste une petite remarque, c'est pas plus cher. Alors, il y a de toute façon, j'espère qu'on aura le temps un petit peu de discuter aussi au fondement de la partie coût. Là, il y a beaucoup si on peut dire, de rumeurs sur le coût du cloud. Et effectivement, on peut entendre plusieurs histoires où on a eu des factures exorbitantes, mais c'est essentiellement dû à un mauvais usage. Les services cloud, vraiment, ils sont faits d'une manière très optimisée. Et d'ailleurs, c'est pas que
l'utilité, le fait que ça soit agréable, que les entreprises bougent vers le cloud, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de gains en termes de coûts quand c'est bien gouverné. Donc, il y a clairement un souci de gouvernance. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de manque de compétences sur le marché pour faire sortir le cloud sa vraie valeur. Donc, mais quand on creuse l'histoire, quand on creuse le sujet profondément, on se retrouve avec une panoplie d'outils qui nous permettent vraiment de maîtriser la plateforme de bout en bout, que ce soit dans les moindres détails de la performance, de l'adaptation de la performance au juste milieu, là on a la juste capacité dont on a besoin, que ce soit vers les types de ressources qu'il y a disponibles par rapport à notre application. Donc en gros, il y a vraiment toute une panoplie de services à la disposition des entités, des organisations, pour être sûr de répondre le besoin sans aucun frais en plus. Je donne des exemples qui sont très simples à comprendre par la majorité des personnes. Les bases de données. Donc, une base de données, généralement, si on veut avoir une base de données quelque part, il te faut une machine, un OS et un serveur de base de données et une licence de base de données. Avec peut-être de la haute disponibilité, et, avec une configuration de la sauvegarde à une certaine fréquence, avec quelqu'un qui va vérifier toutes les sauvegardes, avec quelqu'un qui va pouvoir superviser le profiling des bases de données, de s'assurer qu'il n'y a pas des requêtes qui prennent beaucoup de temps. Donc, en gros, quand on a un gros sujet, un sujet important, c'est une tâche pas du tout simple d'avoir une base de données et de l'administrer et d'être sûr de sa cohérence, de sa géoredondance et de tout ça. Donc, ces éléments-là, ils sont vraiment simplifiés à un point incroyable quand on part sur du plateforme as a service, c'est-à-dire quand on va par exemple sur Azure et on choisit une base de données Azure SQL. Et derrière, c'est comme si vous avez fait tout ça et que c'est supervisé par des experts et que vous payez, par exemple, là, la base de données sur Azure, ça commence à partir de $5 par mois. $5 par mois, je pense que c'est largement abordable pour une capacité d'IL 2 gigas vers 250 gigas facilement. Donc, il n'y a clairement pas un souci de coût quand on sait ce qu'on veut et quand on a une idée claire sur notre besoin et sur ce que offre la plateforme. Donc, exemple, avec les $5 par mois que je viens de citer, vous avez non seulement une base de données opérationnelle, mais vous avez aussi un pare-feu qui vous permet de dire qui accède à cette base de données, quel service accède. Vous pouvez restreindre l'accès, vous pouvez donner l'accès IP par IP, tout ça avec les $5. Ça, c'est la première partie sur la partie sécurité. Avec les mêmes $5, on peut avoir ce qu'on appelle le Query Optimizer. Autrement dit, vous avez une interface très simple où vous avez le top 5 des requêtes les plus longues. Pour avoir ça, il faut quand même une certaine maîtrise de SQL et de la base de données particulièrement, c'est-à-dire le système de gestion de base de données particulièrement dont on parle. Mais là, c'est vraiment des choses qui sont offertes. Autrement dit, c'est comme si à $5, vous avez votre base de données. Elle est déjà sauvegardée chaque minute. Je dis bien chaque minute. Donc, vous avez une plage par défaut de 7 jours. Donc, à chaque fois qu'il y a des transactions, elles sont journalisées et vous pouvez à n'importe quel moment pouvoir exporter la base ou bien restaurer vers une version à n'importe quelle minute des 7 derniers jours. C'est une période glissante. Vous avez aussi l'équivalent d'un DBA. N'hésitez pas de m'interrompre si vous avez des questions. Donc, il y a aussi, toujours dans les mêmes $5, vous avez aussi l'option d'optimisation des requêtes. Donc, il y a, comme on a dit, il y a la partie où on parle de quels sont les top 5 des requêtes les plus gourmandes. Comme ça, vous pouvez vous concentrer dessus et pouvoir les optimiser. Mais aussi, vous avez des suggestions d'amélioration ou bien de ce qu'on appelle du auto-tuning de la base de données. Je m'explique. Quand on a une application, on a un site web e-commerce, une plateforme de gestion quelque part, on a forcément pas mal de lectures, d'écriture et ainsi de suite. Et assez souvent, on n'a pas une idée claire après une période d'utilisation
sur quelles sont les pistes d'amélioration. J'ai dit, nativement, on a déjà quelles sont les requêtes les plus longues, mais aussi on a comment les traiter. Ou là, quelles sont les pistes d'optimisation possibles. Par exemple, avec un simple paramétrage sur la plateforme, vous avez la possibilité de dire à Azure, écoutez, cette base de données, je voudrais que tu la gères, que tu fasses du auto-tuning. Auto-tuning, c'est tu délègues la gestion de la performance à la plateforme, de telle sorte à ce que si jamais Azure détecte que par rapport à ta table commande, où tu as des commandes et l'entête et les détails des commandes, tu fais plusieurs recherches, par exemple, par date, et qu'il n'y a pas un index de date. Donc, il te propose nativement de mettre en place un index sur cette table et d'inclure telle colonne, et il te donne deux options. Soit qu'il le fasse lui-même, c'est-à-dire que tu délègues tout ça vraiment à 100% à Azure, donc tu mets en place ta base de données. Dans une semaine, dans 2 semaines, tu vas te retrouver avec pas mal d'index qui ont été créés pour toi et qui ont été validés et approuvés par tous les algorithmes de Microsoft avant d'être appliqués. Je m'explique. Même quand on délègue, par exemple, cette gestion de la performance à Azure, il y a, et que vous consultez assez fréquemment la plateforme, vous allez vous retrouver, par exemple, avec une première phase. Il te dit qu'on a détecté les besoins suivants dans votre base de données. Tel index, donc il te donne 2, 3 index, et vous dites, ces index-là, il faut les créer. Une fois ils sont créés, il y a une période de supervision, et il vous dit, en fait, je pense que cet index-là va nous faire gagner en termes de performance temps, mais il va consommer en termes d'espace temps. Et il laisse une période de supervision, il met en place l'index, et il supervise. Si il atteint les performances attendues, il valide et c'est bon. S'il n'atteint pas les performances attendues ou là ça crée un problème quelque part, une lenteur quelque part, il rollback automatiquement. Donc là, je peux encore parler d'une bonne heure que sur la base de données, mais ce que je voudrais vous passer comme message, c'est par rapport à tous ces éléments-là qu'on voit en haut, que ce soit sur la partie data, que ce soit sur la partie web app, sur la partie compute ou tout autre. Donc, tous ces services-là, ils ont l'équivalent de ce que je viens de vous décrire plus ou moins dans la base de données. Autrement dit, vous voulez une web app, vous avez une application, un serveur web, un 2IS, du Node ou du Apache, vous n'avez plus à vous soucier sur comment installer Apache, comment configurer les ports, comment configurer les plugins Yellow, qu'est-ce qu'il lui faut redémarrer, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. On ne gère plus ça de la manière classique. Vous allez sur la web app, vous créez un Tomcat, vous créez un serveur pour du .NET, pour du PHP, vous dites quelle version vous souhaitez, du PHP 7, du 8 ou ce que vous voulez. Vous choisissez derrière, est-ce que c'est sur la base de Linux ou de Windows, et vous créez votre plateforme, et c'est terminé. Vous avez votre plateforme, vous ramenez votre code compilé ou pas, selon la chaîne DevOps directement ou indirectement, vous déposez votre code source et vous oubliez vos serveurs. Vous n'avez pas à le redémarrer, vous n'avez pas à le superviser et vous n'avez pas à suivre quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que, entre autres, c'est parmi les très grandes valeurs ajoutées du cloud. En tout cas, à mon avis, si on ne travaille pas sur la partie plateforme as a service, on est vraiment en train de rater un grand virage et énormément de choses en plus que le cloud offre. Donc, ça, c'est par rapport à cette histoire de plateforme as a service. C'est là où j'aimerais que tout le monde parte. Il y a, on ne pourra pas le voir maintenant, mais on parle aussi de tout ce qui est software as a service. Donc ça, c'est un autre niveau de service. Donc là, on n'a même pas à se soucier, même pas de ces éléments-là. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais pour moi, la grande valeur ajoutée se situe au niveau de cette plateforme as a service. Et c'est là où on a le parfait équilibre entre coût et service. C'est-à-dire qu'on n'a plus à nous soucier de tout ce qui est classique, mais plutôt de notre métier. Et la plateforme, elle est opérationnelle et elle est gérée et maintenue par Microsoft. Donc, il y a cet aspect-là de
il y a et que j'aimerais bien partager avec vous parce que j'estime qu'il est très important. C'est la partie, landing zone. Alors, donc la présentation se charge. Si Samir, Donc, il y a 5 minutes oui, maximum. Si c'est possible, oui, c'est dans clair. 5 Oui, c'est clair. Pas de souci. Alors, je partage rapidement l'écran. Il y a des éléments qui sont là encore importants et qui impactent beaucoup le coût, comme on a dit. Donc, il faut savoir que sur n'importe quel cloud, on a une notion de latence, pas que dans les clouds, mais un peu partout. Et là, c'est juste un site web que vous pouvez garder. Quand on parle déploiement sur des infrastructures cloud, il ne faut pas oublier enfin, la localisation. Nous, étant au Maroc, ça, c'est une capture d'écran assez restante par rapport à l'utilisation, par rapport à la latence qu'on a par rapport aux différentes régions de Azure. Donc, on voit clairement que la zone France centrale, c'est là où on a le meilleur temps de réponse. Et les autres qui suivent, c'est des data centers qui sont situés globalement en Europe. Après, on a les États-Unis, après le Canada, après c'est le Japon. Donc, clairement, ne négligez pas le choix de la région parce que c'est hyper important dans, dans les performances. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ça, Le choix de la région aussi, c'est important aussi pour la nature des données. Il y a des données qui ne peuvent pas être exportées en dehors de l'Union européenne pour certains clients, etc. Donc, le choix de la région est aussi pris par rapport à ça aussi. Effectivement, il y a d'autres aspects qu'on pourrait avoir dans d'autres présentations peut-être. Il y a des notions de compliance. Ça mérite largement d'être discuté. Donc, les data centers, que ce soit de Microsoft ou autres, doivent se conformer aux législations, aux lois locales. Donc, il y a pas mal de labels particuliers, si on les cherche, où on les retrouve justement dans des régions un peu spécifiques. Le slide que je trouve très intéressant pour vous, c'est celui-là, et qui rejoint un petit peu ce que nous a montré tout à l'heure notre cher collègue Hatim. Donc, quand on part sur du cloud, effectivement, on a cette notion de landing zone. C'est quoi? C'est comme a expliqué tout à l'heure c'est Hatim, donc c'est un déménagement, et c'est là où on exprime nos besoins. Soit on choisit un lit pour dormir et une petite cuisine, ça devrait faire. Ou là, on veut plusieurs choses et plusieurs niveaux de sécurité, plusieurs caméras, Netflix, et voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a à ce stade, pas besoin de trop se compliquer la vie, mais il y a à ce stade, quel que soit le cloud où vous souhaitez partir, des architectures, des outils, des documentations déjà prêtes, déjà simples à mettre en place. En un clic, le déploiement de ce que vous pouvez voir ici, c'est vraiment en un clic, on a qu'un fait. Donc, c'est vraiment un clic et vous avez tous ces éléments-là qui sont créés. Si vous voyez, il y a Deploy to Azure, et sur GitHub, par exemple, dans le cas de Microsoft, sur GitHub, vous n'avez qu'à choisir l'architecture que vous souhaitez, vous la visualisez de vos yeux. Si ça vous plaît, vous cliquez sur déployer. Et il crée automatiquement des composants que vous voyez, aussi nombreux qu'ils soient. Pas de bouton deploy to Azure. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que si je veux partir sur Azure, le petit graphique en haut, il est très intéressant. J'ai une cinquantaine de services, j'ai une centaine, 200 ou des dizaines de milliers. Donc, bien sûr, selon ce que je souhaite mettre sur du cloud, c'est des façons de faire de l'architecture différentes. Donc, vous voyez, plus on a le workload, c'est le nombre de services qu'on souhaite, plus il grandit, plus on doit se structurer autrement. Donc, avec pas mal de services. Mais l'idée, c'est que, par exemple, et pour clôturer avec ça, dites-vous qu'il y a deux informations personnellement qui m'ont vraiment touché dans le contexte de Microsoft. La première, c'est que
Moi, personnellement, je suis certifié dans tout ce qui est développement, que ce soit du .NET, du HTML5, des web services et tout. Mais ça, ce n'est plus disponible. Actuellement, si vous souhaitez vous certifier dans n'importe quelle branche ou la filière de Microsoft, il n'y a plus de certification en dehors du cloud. Vous êtes développeur, vous devez être certifié développeur Azure. Il n'y a plus de développeur OSAF, il y a développeur cloud. Il n'y a pas de gestionnaire base de données, il y a administrateur base de données cloud. Donc, ça, c'est vraiment un très grand shift. Donc, ils ont arrêté toutes les certifications d'IEL chez Haja en dehors du cloud. Donc, ça doit nous donner les idées sur ce qui est en train de se préparer. La deuxième information très particulière, c'est que je pense qu'il y a déjà 2 ans, le chiffre d'affaires de Microsoft drainé par l'activité cloud a dépassé le chiffre d'affaires drainé par toutes les autres activités. Autrement dit, d'abord, Microsoft te dit ce que je gagne dans la gestion du cloud, dans le service cloud, je ne le gagne plus dans toutes les entreprises du monde avec tous leurs Windows et tous leurs serveurs, SQL Server, Windows Server. Autrement dit, l'investissement, c'est une entreprise, ce n'est pas une association, donc elle va partir dans là où il y a plus de valeur ajoutée, plus de gains. Donc, ils ont annoncé déjà l'arrêt de pas mal de services en premise. Il y a pas mal de logiciels qui ne vont plus avoir de mise à jour, qui ne vont plus être supportés. Et le seul moyen d'y accéder, c'est d'utiliser les versions cloud d'Elon. Donc, tous ces éléments-là combinés disent que, de toutes les façons, le virage vers le cloud est là. On doit être compétitif et être au courant de ce qui se passe. On doit pouvoir le toucher, l'essayer, développer l'expertise qu'il faut et pour se préparer, parce que la vague elle est déjà lancée et les décisions d'arrêt sur les services on-premise, ils ont déjà aussi été communiqués. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est plus une question de est-ce qu'on part sur du cloud ou pas, mais c'est plutôt juste à quel moment ou là est-ce qu'on est déjà prêt parce que le train est déjà lancé. Merci, c'est Samir, pour cette présentation très, très riche. Alors, vous avez mis le point sur l'utilisation de la partie du cloud, du platform as service, que ce soit pour les bases de données et pour les autres services, pour profiter bien plus des avantages du cloud. Et vous avez mentionné l'exemple de $5. Avec $5, ce n'est pas juste la base de données que vous octroyez, mais aussi un expert cloud, un expert en sécurité, un expert un DBA qui essaie aussi de travailler sur la performance de la base de données, proposer des index, etc. Donc, c'est quelque chose, en termes de coût, ça peut paraître cher, mais quand on creuse un peu plus, on trouvera au contraire, c'est beaucoup plus intéressant de passer par des plateformes as a service. Alors, donc on a fait le tour du point de vue comment faire la migration, les étapes clés, les stratégies qui sont là, etc. Et on a vu aussi la partie coût. On a aussi creusé dans cette partie-là l'aspect économique de la chose. Maintenant, on va passer vers Cheikh Hamid Fadil. Tu m'entends? Pour parler côté compétences. Pour parler compétences et ressources humaines. Ok, parfait, c'est Abdelali. Donc, merci beaucoup, c'est Samir et c'est Hatim pour ces belles présentations qui prouvent en quelque sorte là le pourquoi du cloud et le fait que le cloud, c'est comme Samir a conclu sa présentation, ce n'est plus une question de voir est-ce qu'on va opter ou non pour le cloud. Le cloud aujourd'hui est une réalité. Et donc là, nous, au niveau de l'HTTP, on traite particulièrement le volet des informations. C'est pour la raison, d'accord, bien raison pour laquelle on a pensé à mettre en place une formation exécutive dans le domaine du cloud computing,
Alors, rapidement, je vais essayer de présenter les lignes directrices de cette formation-là. Et par la suite, s'il y a des questions, on peut toujours y revenir pour en parler. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. C'est bon? On voit l'écran, le dossier. Je fais le dossier. Ah, d'accord. Je repartage. En attendant, vous pouvez basculer vos questions sur le chat. C'est Hatimi en train de répondre à quelques questions et par la suite, on va traiter les autres. Là, c'est bon, c'est Abdelali? Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc voilà, donc je ne vais pas trop tarder parce que je sais que voilà, donc là, on s'approche de la fin de la durée allouée pour cette conférence. Donc je vais essayer de faire rapidement. Donc, pour présenter en quelque sorte là les idées ou bien la philosophie derrière cette formation, pour dire que tout d'abord, là, on a choisi pour Executive Master en Cloud Computing, donc l'abréviation c'est OMC2. C'est quelque chose en relation avec, effectivement, avec l'énergie, la masse et la rapidité, parce que tous ces éléments-là sont présents dans le cloud computing. L'énergie, à la fois, c'est une motivation, c'est également un des aspects les plus importants pour les data centers. La masse, c'est notre motivation et la rapidité, c'est tout simplement cette rapidité-là disons, croissante du digital et de la transformation digitale qui nous incite en quelque sorte là à être toujours en phase avec le développement. Alors, pourquoi le cloud? Donc, je ne vais pas tarder sur ça. Ça a été déjà dit par Hatim et Samir. Là, les chiffres, les statistiques aujourd'hui montrent qu'il y a plus de développement et plus de gains sur tout ce qui est technologie et tout ce qui est services développés, déployés sur le cloud que sur les services en premise. Et la question suivante, pourquoi nous à l'HTP? Donc là, on a opté pour proposer en quelque sorte l'information sur le cloud. Tout d'abord, c'est pour, en tant qu'école d'ingénieurs citoyenne, participer dans le développement du capital humain du pays, particulièrement dans le domaine digital et là spécifiquement dans le domaine du cloud, et répondre par conséquent aux besoins du marché professionnel. Et sachant qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent en quelque sorte là à développer leurs compétences dans ce domaine-là. Et donc notre formation s'adresse particulièrement aux gens qui cherchent à faire soit de l'upskilling pour développer leurs compétences et faire une montée en compétences dans ce domaine-là, ou bien ceux qui cherchent de reskilling en cherchant à se réorienter vers de nouveaux horizons dans le domaine d'IT en empruntant le chemin du cloud. Également, c'est pour enrichir l'offre de la formation dans le secteur du cloud computing au niveau national. Et c'est vrai qu'au niveau du Maroc, il n'y a pas assez de formation dans le domaine du cloud, particulièrement dans le domaine exécutif, et particulièrement des formations qui sont concentrées et dont le focus sur le cloud. Il y a des formations, mais le cloud ne fait que partie. Donc là, c'est une formation qui est parfaitement dédiée au cloud, dont le focus est le cloud. Et par la suite, participer dans cet effort-là de développer la culture cloud au Maroc et par la suite développer la technologie cloud en général. Alors, quelle est notre philosophie derrière cette formation-là? Donc, en tant que manager de cette formation-là, qui a accumulé plusieurs années d'expérience dans le domaine de la formation initiale et par la suite dans la formation exécutive, donc notre philosophie qu'on a essayé d'implémenter, c'est une philosophie qui est orientée pratique, learning by doing, en essayant de transformer les connaissances qui sont partout dans des tutoriaux, dans des bouquins, dans des livres, dans des sites web, sur YouTube, etc. Notre philosophie principale, c'est comment transformer toutes ces connaissances-là en des compétences concrètes qui peuvent être utilisées directement et tirer profit, avantage de cette compétence-là immédiatement. Et c'est pour cela qu'on a notre programme donc a été en quelque sorte là conçu pour répondre directement aux besoins réels des marchés et aux attentes des participants. C'est la raison pour laquelle notre programme il est concret, il est basé sur la pratique, il est orienté vers les technologies nouvelles. Et en se basant également sur une équipe pédagogique qui combine à la fois des académiciens qui proviennent des domaines académiques et particulièrement des professeurs de l'HTP, mais également des professionnels qui viennent du domaine du marché professionnel et des praticiens du cloud.
Et par la suite, on a conçu le programme pour, en quelque sorte, là, traiter tous les aspects en relation avec le cloud. Donc, commençons pour toute la partie infrastructure, développement, déploiement et également touchant les aspects en relation avec toute la partie intelligence artificielle qui se déploie de plus en plus aujourd'hui sur le cloud. Et par la suite, intégrer dans cette philosophie-là, dans ce programme-là, une certification, bien la préparation au certificat pour, en quelque sorte, là, permettre aux participants de tester leurs connaissances et leur capacité à avoir des certificats reconnus à l'échelle internationale et à exercer et manipuler les technologies les plus utilisées au niveau du monde. Alors, notre programme qui découle de cette philosophie-là est constitué de 9 modules. Donc, un module initial d'introduction et de mise en contexte pour parler de tout ce qui est en relation avec le cloud computing. Certes, là, dans ce webinaire-là, comme dans le webinaire passé, on a parlé d'un ensemble d'éléments, de fondements. Et là, en parlant du cloud computing, ce n'est pas seulement une question technique. Donc, il y a des questions d'ordre juridique, il y a des questions économiques, il y a des questions en relation avec l'éthique, la protection de la vie personnelle, etc. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va travailler sur le cloud, il doit être conscient de tous ces éléments et tout cet écosystème-là pour savoir exactement sur là où il va mettre ses pieds. Par la suite, on va aborder la partie, disons, infra, donc tout ce qui est en relation avec le déploiement à la fois des serveurs, des VM, des réseaux, etc. Pour passer à la partie de tout ce qui est en relation avec la manipulation, le stockage et la gestion des données sur le cloud, avec les différentes solutions et les différentes combinaisons qu'on peut faire à ce niveau-là. Pour arriver à la partie développement, c'est-à-dire comment développer des applications directement sur le cloud, comment faire du développement en se basant sur le service cloud offert, pour arriver au milieu parallèle de toute la partie opérationnelle et DevOps, c'est-à-dire cette relation-là de développement et déploiement avec la culture DevOps et les notions de DevOps qui sont en train de se développer aujourd'hui. Et par la suite, aborder la question de la sécurité, qui est un élément fondamental sur la partie cloud. Et l'un des sujets, entre parenthèses, tabous dans le cloud, c'est là expliquer comment on peut garder toujours la sécurité et comment on peut garantir une sécurité accrue pour les solutions cloud que pour les solutions on-premise. Pour arriver, in fine, à le 7e module, on va traiter tout ce qui est en relation avec les solutions data science et particulièrement les solutions intelligence artificielle et comment on peut exploiter la technologie cloud pour développer des services et des solutions d'intelligence artificielle qui parfois nécessitent une infrastructure qui n'est pas disponible en local et que le cloud offre et qui permet par la suite de la développer de façon assez robuste et assez efficace. Par la suite, on aura 2 modules, un sur AWS, donc là, et deuxième sur le GCP de Google. L'idée principale, une fois que les 7 premiers modules, là, principalement tout l'aspect pratique va se faire sur la plateforme Azure. L'objectif principal, pourquoi on a choisi Azure? Parce que c'est une plateforme la plus utilisée. On le voit, donc nos 2 experts, c'est des experts dans Azure. Dans le contexte marocain, c'est Azure qui est le plus utilisé, d'accord? Et également en termes de ce qu'elle offre comme approche et technologie, elle est plus adaptée pour tout ce qui est en relation avec le milieu académique. Donc, les travaux pratiques pour les modules précédents vont se faire sur Azure. Et par la suite, l'idée qui vient par la suite, c'est essayer de reproduire d'une façon assez claire tous ces éléments-là d'une façon assez rapide et synthétique, mais en traitant d'autres plateformes, d'autres providers, particulièrement Amazon et Google. Et donc, dans ce module-là, on va essayer de parcourir tous les éléments en passant de l'infrastructure, le développement, le DevOps et la sécurité, mais en les testant sur Amazon. Et comme je disais, c'est une philosophie qui est basée sur le learning by doing. À la fin de chaque module, on aura des projets à faire et des choses à faire. Par la suite, à la fin du cycle, il y a des projets de fin d'études sur lesquels il faut travailler. Et en parallèle avec tous ces modules-là, il y a la préparation des certificats, donc des tests blancs de certification que les participants vont passer pour tester leurs connaissances et leur apprentissage. Alors, comment le cycle est organisé? Donc, c'est un cycle qui s'étale sur 1 an, 9 mois d'études plus ou moins, d'accord, à raison d'un module par mois, plus 3 mois de projet professionnel pour la concrétisation et boucler le cycle.
avec des évaluations du module. Donc, à la fin de chaque module, bien sûr, comme c'est un diplôme de l'HTP qui va être délivré, doit être mérité. Donc, ça passe par des modes d'évaluation, donc un QCM, plus un test blanc de certificat qui seront notés. Et les cours auront lieu pendant les week-ends, donc en fonction que samedi et dimanche, à raison de 2 week-ends par mois, donc 2 week-ends sur 2, où il y a le cours, 2 week-ends qui seront libres. Et bien sûr, les cours seront en mode présentiel au sein de l'école de l'HTP à Casablanca. Alors, les gens qui vont sur ce cours-là, bien sûr, peuvent par la suite suivre des carrières différentes dans le domaine du cloud. C'est un domaine vaste où il y a beaucoup de profils, soit pour travailler en tant qu'ingénieur système et réseau cloud, soit pour travailler en tant que développeur cloud, ou bien en tant que cloud data engineer, ou bien en tant évoluer par la suite avec des postes de profil architecte cloud, ou bien travailler sur le domaine DevOps, sécurité, ou bien travailler sur le domaine de l'ingénierie des affaires. Voilà, rapidement, j'ai essayé d'être rapide pour ne pas prendre assez de temps et laisser quelques moments pour l'échange. Et s'il y a des questions des participants auxquelles on peut répondre ensemble, Inch'Allah. Voilà, à vous la parole, c'est Abdel. Merci beaucoup, c'est Fadel, pour cette présentation. Et j'espère bien que ça a été clair pour tout le monde. Et voilà, donc j'ouvre, pour ne pas perdre du temps du partage, je laisse la parole à nos chers participants s'il y a des questions. Je vois déjà qu'il y avait des questions sur le chat, sur la discussion. Et Hatim, il a déjà répondu à presque toutes les questions. On pourrait est-ce que vous assurez la confidentialité des données dans le cloud? Donc, il y a une question par rapport à la confidentialité des données et la dépendance vis-à-vis du fournisseur, côté sécurité et confidentialité. C'est une question qui se répète. Je ne sais pas si Samir est toujours là. Oui. Oui, si Samir, il y a des questions concernant la confidentialité des données, la sécurité, comment c'est géré vis-à-vis aux fournisseurs du cloud. C'est une question très vaste. Oui. Mais نشوفوا par exemple si on parle des un module. bases de données. C'est un module واحد. Alors voilà. Donc pour je vous les bases de données par exemple. Les bases de données, il y a plusieurs niveaux de sécurité si vous voulez. Il y a le premier aspect, c'est ce qu'on appelle les encryption at rest. Autrement dit, nativement, quand on parle de stockage sur du cloud, il y a un mécanisme de cryptage à la volée. Il y a un deuxième niveau de sécurité, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle du data masking. Data masking, c'est un autre niveau de sécurité qui n'est pas actif par défaut, mais que vous pouvez avoir. Il y a un troisième niveau de sécurité, c'est la sécurité de le cryptage avec des clés propres. Donc, il y a plusieurs composants dans ce sens. Le plus fameux, c'est le cas d'Azure, Azure Key Vault. Donc, par exemple, avec une VM, donc une machine a besoin d'un disque. Donc, le disque, vous voulez qu'on fait peut-être une base de données installée, ou peut-être des données, ou des fichiers, ou des trucs uploadés. Vous avez plusieurs options de dire, moi, je veux un disque classique avec un cryptage, avec la dame, mais géré par Microsoft. Sinon, je veux que le disque soit crypté, mais avec mes propres clés de cryptage. Et vous avez un espace où vous pouvez mettre en place vos clés de chiffrement et toutes vos données vont être cryptées avec les clés. Maintenant, ça dépend du niveau, si on veut, niveau de paranoïa, finalement, la discussion. Même ces clés-là, on va devoir les déposer sur Azure. Donc, si je dépose mes clés de cryptage, finalement, à quoi ça sert? Donc, après, il y a d'autres niveaux où on peut avoir le coffre, les clés on-premise. Mais ça impacte directement tout ce qui est performance et tout. Donc, l'idée générale, c'est de dire, à un certain moment,
je vais m'arrêter en termes d'exigence sécurité à ce stade, parce que c'est déjà garanti par plusieurs normes, ils ont plusieurs certifications, plusieurs labels, et de dire, je vais gérer la sécurité de mon côté en priorité. Généralement, les attaques, je suis loin d'être un spécialiste en cybersécurité, mais d'après ce qu'on voit en tout cas, c'est des attaques de mauvaise utilisation. Ce n'est pas vraiment l'infrastructure qui a été piratée. En tout cas, jusqu'à date d'aujourd'hui, je n'ai pas pris connaissance d'un cloud qui a été victime de piratage de données dues au provider. C'est, je pense, toujours dû au mauvais usage, soit des failles au niveau de l'application déployée, ou des failles au niveau de l'implémentation des services, mais je n'ai presque jamais entendu parler qu'il y a une faille dans Windows qui tourne sur Azure et qui a été... donc l'idée générale, c'est que c'est des spécialistes, c'est des experts. De toute façon, ils déploient énormément d'efforts et de budget dans tout ce qui est sécurité. Et je doute qu'on puisse faire, ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils peuvent faire en termes de sécurité dans nos propres infrastructures. Donc, je pense que pour moi, l'idée... On ne peut pas faire mieux que... Ça m'étonne. Parce que eux, c'est leur métier, c'est leur spécialité, c'est leurs outils. Microsoft travaille sur Windows, donc ils savent ce qu'il y a. Donc, derrière, je pense que l'aspect sécurité est important, mais il faut plus qu'on se protège de nous-mêmes, de nos collaborateurs, de nos concurrents, des personnes malveillantes, plutôt que du provider, parce que lui, c'est son gagne-pain. Le jour où on entendra qu'il y a une faille dans Microsoft Azure, lui-même, et ça, hors de question que Microsoft ou Amazon ou autres se laissent faire dans ce sens. Donc, il faut plus qu'on regarde de l'autre côté, plutôt du côté du cloud provider, parce que les solutions, elles sont toutes disponibles. Il y a le WAF pour les applications, il y a les différents niveaux de couches de sécurité sur les firewalls, il y a du Azure Defender. Après, c'est un budget, oui. Mais si on ne met pas les mécanismes de sécurité qu'il faut, ouais. Merci. Donc voilà. Très clair. Normalement, c'est la question classique qui se pose en premier lieu quand on veut faire ce choix, c'est sécurité, confidentialité, etc. Mais je pense que maintenant, il y a des gouvernements qui mettent leurs données dans le cloud. Donc, sinon, on a des données qui sont sensibles et on prouve que c'est chez un Azure ou bien Amazon dans l'Union européenne, etc., et que ça couvre la régularisation, le côté légal dans notre pays, dans nos domaines qu'on acte. Je pense qu'il n'y aura pas mieux que Azure et Amazon pour protéger les données. Si Hatim, tu as quelque chose à dire sur les questions que tu as pu répondre? Tu peux conclure? Je ne sais pas ce que vous arrivez à m'entendre parce que je vais partager avec vous une expérience très importante. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir, mon écran. Dans ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, je fais actuellement voilà. Donc, je fais actuellement un événement qui est vraiment international, qui parle du cloud. Et pourquoi je partage avec vous ça? Regardez qu'est-ce qu'ils ont. L'événement s'appelle Cloud Fest. Donc, c'est un événement qui est orienté cloud normal. Attends un instant. C'est comme ça bien? Voilà. Essayez de lire qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Juste pour vous dire un message très important par la suite. C'est Bringing AI everywhere, ok? Là, on parle du AI. Là, on parle également de Global Standard for Doing Business Online. Donc, ce n'est pas un sujet, mais il y a autre point que j'ai dit tout à l'heure. On parle vraiment. Donc, l'idée pour moi que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que là, on parle effectivement depuis le début de cet événement qui a démarré depuis presque lundi. Donc, il termine demain. Mais tout ce qu'on parle, on parle de l'intelligence artificielle et on parle de choses comme ça. Ce qui est vraiment basique, ce qui était vraiment donc attirant, c'est que le cloud, c'est quelque chose qui est un prérequis. On ne parle pas de cloud comme en train d'entamer aujourd'hui. Est-ce qu'on va migrer, oui ou non, quelles sont les contraintes, choses comme ça. Mais là, les gens, ils disent que le cloud, c'est pas quelque chose que je vais commencer à définir. Désolé pour les bières et pour... on est en Allemagne, donc les gens ici, donc c'est pas la même chose que... Je vais enlever la caméra et je vais continuer la discussion. Voilà.
si vous arrivez bien à m'entendre. Donc, mon message que j'aimerais transmettre, c'est que le cloud, effectivement, c'est la technologie d'aujourd'hui, c'est la technologie de l'avenir. Donc, c'est pas quelque chose qui va... Parce que le cloud, en fait, c'est pas une technologie d'ailleurs. Et ça, c'est une chose très importante qu'il faut prendre en considération. C'est pas une technologie qui va changer avec le temps ou bien qui va avoir un problème. Mais là, le cloud, c'est une approche, c'est une façon de travailler. Et ça, cette façon de travailler là, pour aujourd'hui, je pense pas qu'il va avoir qui va s'arrêter même pour les 10 années qui suivent, même pour les 20 ans qui suivent. On ne sait pas, mais d'après ce qu'on a aujourd'hui, c'est que le cloud, il est en mouvement. Il est vraiment, donc, il devient maintenant, donc, c'est pas juste, on va dire, un concept ou bien quelque chose à débattre, mais il devient quelque chose qui est essentiel à avoir, surtout pour aujourd'hui. En parlant des écoles, donc, si dans les écoles maintenant, s'ils veulent, ou bien dans le domaine de recherche, si nous voulons faire des choses, on parle de big data, on parle de data scientist, on parle de data engineer, est-ce qu'on est capable de faire ça sur un environnement qui nous détient? Je reviens également sur le sujet de la sécurité. Voilà, donc, désolé pour le dire, mais vraiment, le cloud, c'est pas juste le cloud, mais l'orientation vers les prestataires externes ont beaucoup amélioré la sécurité. Je reviens sur, par exemple, aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a autre entreprise qui utilise aujourd'hui, on va dire, Exchange local? Tout le monde maintenant, il a migré vers M365, c'est-à-dire Microsoft Office ou bien sur Google Workspace. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est déjà pour améliorer le service. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes lorsque les choses ont été en local. Donc, on a toujours un problème avec ça. Et également, donc, on a migré parce que pour rassurer la sécurité. Essayons de revenir un petit peu en arrière, surtout pour les personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui ont passé de Exchange local ou bien messagerie locale vers Microsoft 365 ou quelque chose comme ça. En revenant en arrière, on utilise parfois entre messagerie locale, Gmail, Yahoo, à ce moment-là, ou bien Hotmail pour partager des fichiers qui sont vraiment très critiques parce qu'on n'avait pas le contrôle. Il y a même les fichiers de salaire, les fichiers, on va dire, vraiment des données très critiques. On les envoie sous format fichier Excel avec notre messagerie locale et on dit, il n'y a pas de problème, c'est sécurisant. Alors, aujourd'hui, essayez de le faire avec la messagerie que vous avez aujourd'hui. Vous êtes incapable même de faire peut-être parfois la sauvegarde dans votre poste local, alors que partagez ça à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est la technologie aujourd'hui. Donc, il nous protège, il nous rassure les bonnes pratiques. Le fait de faire le passage, c'est pas qu'ils sont, donc on va voir effectivement parfois, il y a ce domaine de calcul du coût, donc il faut bien prendre en considération, mais c'est la façon de travailler là. J'insiste sur un point qui est très important, c'est le changement de mindset. Parce que le problème, c'est que la façon avec laquelle on gère le local, c'est pas la même façon qu'on gère le cloud. Si nous voulons migrer vers le cloud, la première chose qu'il faut faire, il faut changer le mindset. J'arrive avec des clients qui ont des serveurs avec 24 CPU, 128 Go de RAM, et ils veulent créer la même chose sur le cloud. Puis j'attends, qu'est-ce que tu vas faire? On peut pas faire la même chose. C'est pas le même concept, c'est pas le même environnement. Déjà, il faut commencer à changer cette façon de voir les choses parce que c'est pas la même chose. On va créer une machine de cette taille-là sur le cloud, ça y est, on est en train de tracer notre faillite. On va pas continuer comme ça. On va pas, jamais. Mais il faut changer la façon de travailler, il faut revoir les choses. Tout à l'heure, j'avais déjà écrit sur le chat la méthodologie, l'approche CI/CD ou bien pas mal de choses de bonnes pratiques, ils n'ont pas été adoptés qu'avec le cloud. C'est le cloud qui a encouragé tout ça et les gens commencé à l'utiliser. D'ailleurs, avec le code source, il est partagé avec le Git, des choses comme ça. C'est très sécurisant qu'on utilisait avant sur un poste développeur. Dès que le poste développeur quitte l'entreprise, on a un problème, le code source, il disparaît. C'est vrai, on utilise à un moment le SVN, des choses comme ça, mais ça reste quand même des outils qui ont donc quitté le DB maintenant, donc ont beaucoup amélioré. J'ajoute un point également très important. Oui, ouais, c'est bon. Donc, merci Hatim. Normalement, on a dépassé de 7 minutes notre conférence. Je tiens encore une fois à remercier Hatim qui est en plein événement, qui a insisté à participer avec nous. Je tiens aussi à remercier Samir qui était en déplacement. Il a insisté, donc il a fait un effort pour être avec nous et partager avec nous son expérience. Et si Fadil aussi pour sa disponibilité et sa présence. Et voilà, donc je vous remercie tous pour la qualité de vos interventions. Et je remercie aussi les participants qui ont fait aussi de cette discussion une richesse. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, Inch'Allah,
qui seront autour des sujets qui ont été traités dans les questions, Inch'Allah. Et voilà, donc je vous remercie tous et bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, Merci à vous. Saïd Ali, merci à Au tout le revoir. monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.